Bonjour les héros! Alors aujourd'hui c'est une vidéo spéciale Bridgerton. Alors j'ai mis la tenue adéquate. Alors c'est une des robes qui va me servir pour un prochain spectacle. Donc robe empire, comme dans les chroniques de Bridgerton. Il y a plusieurs autres modèles que j'ai là, donc super beau. Et d'ailleurs c'est pour vous dire une petite chose sur les costumes. Alors c'est vrai que j'adore les costumes, hein, ils sont super beaux, mais bon en fait ils ont mélangé un peu tout genre d'époque, parce que si on voit Madame Fotherington par exemple, elle a plus un côté alors empirique en haut, empire, c'est la Régence en Angleterre, hein, mais c'est l'empire en France, le premier empire avec Napoléon, et son fameux code de la famille qui était pas super pour les nanas. Elle a ce côté empire en haut, et puis là c'est tout serré, enfin on sait pas d'où ça vient sa robe, mais en tout cas ils ont fait un sacré milkshake sur elle, les coupes de cheveux on n'en parle même pas, mais bon on adore Madame Fotherington, hein, Portia Fotherington. Moi je l'aime beaucoup, hein. Il y en a qui l'aiment pas, mais moi je l'aime beaucoup. Si on va par là, bon c'est vrai que les tenues des Fotherington c'est l'orange, le jaune, le vert, enfin bien flashy. Donc c'est vrai que dans la saison 3, elle prend un peu son émancipation Pénélope en s'achetant des tenues qui sont beaucoup mieux quand même pour elle. Alors au niveau des nanas, il y a un truc depuis la première saison, je pige pas trop parce qu'ils leur mettent des corsets sous les vêtements. Donc a priori les voit tirer alors qu'on tire pas les lacets d'un corset, hein, c'est très délicat un corset. En plus on met une chemise sous le corset parce que sinon ça fait des sacrées traces sur la peau et ça doit pas être super. Et dans le fait que c'est Premier Empire, Régence, l'Empire a créé cette mode de la taille au niveau du dessous des seins pour justement libérer les femmes des corsets. C'est un peu pour ça que cette mode a été créée. Elle n'est pas restée si longtemps que ça, finalement, une vingtaine, trentaine d'années, même pas, je crois. Donc c'était pour virer les corsets. Donc c'est vrai que dans la série, on leur met des corsets alors qu'elles n'ont pas de taille ici à marquer, parce que le corset, c'était pour avoir la taille la plus fine possible. Et les filles, elles étouffaient pendant les balles. Hein. C'était l'horreur pour elles. Hein. Donc c'était pas le truc à faire en général. Pour les garçons, c'est au niveau des pantalons. Alors, il y a la scène où Colin se déshabille devant Pénélope, la scène qu'on attend tous. Et en fait, ces boutons sont des boutons tout à fait normaux qui sont juste ici. Il n'a pas ce genre de pantalon empire qui est avec les boutons sur les côtés. Et bien sûr, il y en a aussi en dessous, hein, au milieu. Mais c'était plutôt ça qu'on voit dans tous les films qui ont un rapport avec Jane Austen, enfin toute cette époque austinienne en fait. Donc ça, par contre, ils n'ont pas trop respecté. Alors c'est assez bizarre. Donc j'ai remarqué ça parce qu'effectivement, il prend son temps pour délasser son petit pantalon, donc on voit très bien que c'est pas du tout un costume empire en fait. Donc pareil pour les chemises, il y a un peu de tout dans la série, mais bon après on leur pardonne parce que les costumes sont vraiment magnifiques. Moi j'adore. Alors, pour la reine Charlotte, par contre, il y a vraiment un gros problème parce que Charlotte, moi j'adore ce personnage hein, qui n'est pas dans les livres a priori. Donc c'est plutôt Lady Danbury qui prend sa place dans les livres. Et elle a la découpe d'enfer, hein, des perruques qui sont, qui sont super montantes. Et il y en a une justement qui m'a trop fait rire, c'est celle où on voit le petit le petit lac des cygnes à l'intérieur de sa coupe de cheveux pendant qu'il y a deux beaux danseurs et danseuses qui font une chorégraphie magnifique. Vraiment, elle était très belle cette chorégraphie. Alors, les lumières dans sa coupe de cheveux avec les petits cygnes, moi, ça m'a trop j'ai trop rigolé, je trouvais ça vraiment génial. En plus, elle n'est pas du tout à la mode de Empire, enfin Régence, pour l'Angleterre. Donc, ce qui est un peu bizarre, parce que je pense que la reine Charlotte était une reine assez moderne. Donc là, elle a vraiment des costumes plutôt fin 18e, enfin Marie-Antoinette, tout ce que vous voulez, quoi. Donc, c'est bizarre, je comprends pas trop, mais bon, c'est pas grave. Ça lui va bien. Alors, il y a un autre truc que j'ai remarqué sur la reine Charlotte, c'est qu'elle est souvent à Valchy, tout ça. Ça ne se faisait pas du tout à l'époque. De toute façon, les femmes elles avaient des contraintes assez particulières. Il fallait se tenir droite, il fallait ci, il fallait ça. Donc, j'aimais bien aussi au niveau des balles, elles avaient un petit carnet pour écrire les danses à qui elles les réservaient. Bon, voilà, il y en avait qui avaient de la chance, elles avaient beaucoup de, d'écriture sur leur carnet, puis d'autres, malheureusement, comme Pénélope, n'en avaient pas beaucoup. Et puis, dans l'espace public, les femmes, elles devaient porter un chapeau. C'était hyper impératif quand elles étaient dehors. C'était très important pour l'époque. La femme avait vraiment beaucoup de contraintes, hein, quand même.
Alors, ce qui me fait rire aussi, c'est Lady Dunbury. Elle a une super classe. Franchement, j'adore cette actrice. Elle est géniale. Alors, elle est toujours avec cette petite canne et ça donne un style. Hein. Beaucoup d'hommes à l'époque portaient ce genre de canne. On le voit aussi dans les films australiens où les hommes ont souvent cette petite canne alors qu'ils sont pas du tout handicapés, les mecs. Donc voilà. Donc ça, c'est un petit truc à Lady Dunbury qui lui donne une prestance. Bah, ce qui est bizarre, par contre, c'est qu'elle fume des cigares. C'était assez limite à l'époque. Hein. Je pense que les femmes n'en fumaient pas du tout. Donc, comme elle est dans ce côté femme, je fais ce que je veux et j'en ai rien à faire des autres, on comprend un peu le personnage par rapport au cigare. Alors, et puis, il faut savoir que les costumes sont faits par John Glazer, je crois, sur la 3e saison. Alors, est-ce que les autres, c'était lui aussi? Mais en tout cas, c'est des beaux. Enfin, les costumes sont magnifiques, même si c'est pas du tout flashy comme ça au Premier Empire. C'était vraiment des tenues beaucoup plus classiques, beaucoup plus moins flashy en fait, tout simplement. Pareil, les décors, les Fotherington, bah, c'est plus du orange, jaune, vert dans les décors de leur maison. Les Bridgerton, c'est plutôt du bleu, enfin du pastel en général. Donc c'est vrai qu'ils sont plus avantageux les Bridgerton par rapport aux Fotherington, hein, ça c'est sûr. Alors Jack Murphy, c'est pour les chorégraphies. Alors à mon avis, ils ont dû bien galérer hein, les comédiens pour retenir les pas, parler en même temps. Enfin bon, ça devait être l'horreur pour eux. Et mais franchement, elles sont super belles. Alors par contre, la valse, ça existait déjà, parce que je crois que ça a été inventé fin 18e, un truc comme ça, ou ouais à peu près. Et mais c'était pas très convenable dans les balles de l'aristocratie en fait. C'était pas du tout une danse qui était sollicitée parce que surtout au début du 19e siècle. Parce que ça se rapprochait trop, quoi. Même si on autorisait pendant la danse, c'était le seul moment où les jeunes pouvaient se tenir les mains, se regarder de plus près, tout. Donc ça favorisait les balles, les unions, hein, parce que c'est vrai que souvent les balles étaient en période estivale, enfin au printemps, et ça préparait au mariage en fait de tous ces jeunes qui rentraient dans le monde. Mais par contre, la valse, franchement, je crois que c'est vraiment les années 1840, 50, avec certains grands compositeurs, même peut-être plus loin, hein, 50, 60 peut-être, je sais plus, où la valse était entrée dans les grands salons, mais dans les grandes fêtes, les grands bals mondains, mais pas avant. Donc là, c'est vrai, on les voit danser quand même assez rapprochés. Ça ne se faisait pas du tout à l'époque. Mais on s'en fiche parce que c'est romantique et qu'on aime ça, le romantisme. Donc il n'y a pas de souci. Donc voilà. Donc ça, c'était la partie décor, costumes. Alors les décors, je voulais aussi rajouter qu'ils sont fascinants. Les extérieurs sont magnifiques. Les tables, les chaises, les guéridons, tout est beau, même la table où il y a la petite table carrée où il y a l'échiquier chez les Bridgerton, je la trouve magnifique, je veux la même. donc voilà, donc tout est magnifique, il n'y a pas de souci là-dessus, les extérieurs sont super bien choisis. Donc voilà, c'est parti les héros pour une analyse sur la série Les Bridgerton saison 3. Allez, c'est parti les héros, générique. Alors, j'ai pris quelques notes hein, quand même hein, pour cette petite analyse. Hein. Alors, cette saison, elle est vachement basée sur l'acceptation de soi, le chemin qu'on veut prendre, qu'est-ce qu'on veut dire dans cette société, qu'est-ce qu'on veut être et être vrai ou être faux. Enfin, je trouve que c'est vraiment l'acceptation de soi et de ses envies, ses peines et de les accepter de vivre pour soi avant de vivre pour les autres. J'ai bien aimé ce thème-là sur cette saison. Après, c'est vrai que Pénélope et Colin sont noyés un peu dans plein d'histoires, plein de personnages différents comme Cressida. Moi, j'ai bien aimé Cressida. Hein. J'ai bien aimé son chemin là dans cette saison. Même si à la fin c'est pas terrible. Il y a bien sûr l'histoire des Mondrig hein, qui sont bien présents dans cette saison. J'ai trouvé ça un peu dommage d'ailleurs parce que je trouvais pas trop ça très intéressant l'histoire du bar. Le mec on lui donne une fortune considérable grâce à son fils qui va devenir je sais plus quoi duc ou je sais pas quoi. Et en fait qu'est-ce qu'il fait? Bah ouais mais je vais faire quoi? Mon bar j'ai envie de le garder. J'ai trouvé que c'était une intrigue qui avait aucun intérêt en fait. Donc qu'on lui donne un titre par le biais de son fils,
super, mais le reste, j'ai trouvé ça vraiment inintéressant. Et pourtant, c'est un personnage que j'aimais beaucoup en première saison et en deuxième saison. J'ai bien aimé les passages où Kate, surtout quand elle vient dire à Colin que bah, si il l'aime, et bah, il faut qu'il lâche le prise, quoi, qu'il aille vers elle. J'ai beaucoup aimé ses interventions à Kate. Je trouve que c'est une actrice pleine de charme. J'ai beaucoup aimé ce personnage. Lord Devlin, alors lui qui courtise Pénélope, alors le mec, ouais bah tu vas m'attendre pendant 3 ans, c'est pas grave. Par contre, je veux pas que tu aies un coup de cœur pour quelqu'un d'autre. J'ai trouvé son attitude un peu flippante. Après, c'est un homme de cette génération. Hein. La femme, elle est là pour l'attendre. Hein. Donc ouais, je pense qu'à mon avis, elle aurait pas du tout été heureuse avec lui, ça c'est sûr. Alors j'ai bien aimé aussi l'histoire de Violette avec Lord Anderson, hein, le frère de Lady Danbury. J'aime beaucoup ce personnage en fait. Donc j'espère qu'il y aura une histoire entre eux. Et que bon voilà quoi. Bon ils annoncent quand même qu'il y aura une saison 4 dans 2 ans, hein, parce que a priori elle sera pas pour tout de suite la saison 4 des Bridgerton, mais je me dis peut-être que l'année prochaine on aura une série basée sur Violette, parce que je pense que à mon avis c'est un personnage qui est super intéressant, et c'est vrai que quand on la voit dans La Reine Charlotte, que j'ai revu là il y a quelques jours, j'ai beaucoup aimé en fait. C'est très triste par contre cette histoire, mais Lady Danbury, Violette, tout ça, c'est vraiment des personnages que j'ai beaucoup aimés, et je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à dire sur La Reine Charlotte. Donc je suspecte qu'ils vont peut-être tourner une saison complète sur Violette Bridgerton, et les à côté, la Reine Charlotte jeune, et puis Lady Danbury. Alors Cressida Cooper, alors elle, j'ai trouvé que c'était un personnage hyper intéressant dans cette saison. On la déteste dans la saison 1 et 2, mais là on comprend pourquoi elle est comme ça, parce que c'est vrai que son père, c'est atroce quoi. Il est vraiment odieux. En fait, elle a reçu aucun amour, je pense, depuis son enfance. Sa mère est très froide, elle est très sèche, elle est pas chaleureuse du tout, la mère. Donc au final, là, dans cette saison, on comprend vraiment son personnage de Cressida. J'ai même eu de la peine pour elle, et je trouve qu'à la fin, c'est un peu vite bâclé. Oui, elle fait un chantage à Pénélope, et oui, je disais en fait, il y a que des spoils. Hein. Donc, si vous n'avez pas vu la série, revenez plus tard. Oui, donc en fait, elle est vilipendée quand même dans sa vie de tous les jours depuis toute son enfance, j'imagine. Hein. Elle n'a pas dû avoir une enfance très rose. C'est pas les Bridgerton, même les Fartherington à côté, c'est tranquille. Hein. donc la maison est sombre, le père est sournois, la mère est complètement à la botte du père. Elle a aucune compassion pour sa fille, mine de rien. Et c'est vrai qu'elle essaie de s'en sortir comme elle peut. Elle se dit, si je peux me faire de l'argent, pourquoi pas. Le problème, c'est qu'elle prend pas le bon truc, quoi. C'était pas bien le chantage qu'elle fait à Pénélope. Mais en même temps, je peux comprendre son personnage, je peux comprendre ses motivations, et je trouve que ça a été bien amené. Elle peut être sympathique en réalité. Faut juste qu'elle apprenne à l'être, parce que effectivement, au contact de Héloïse, elle a développé quand même, par exemple, elle n'a pas dénoncé que Colin, dans la première partie de la saison 3, Colin aidait Pénélope à trouver un mari, et quand elle l'a entendu de la bouche d'Héloïse, elle l'a pas dénoncé. Donc ça veut dire qu'elle apprenait à être beaucoup bien meilleure en fait. Donc c'est un personnage que je trouve très intéressant. J'espère qu'on la reverra, et j'espère qu'elle aura une fin heureuse, parce qu'elle le mérite quand même, hein, parce que je pense qu'elle a vraiment une vie de merde. Donc au secours la famille. Il y a aussi un moment au bal, dans la première partie de la saison 3, on voit Pénélope se faire courtiser. Enfin non, elle n'est pas vraiment courtisée, mais il y a un personnage handicapé, et ça m'a vachement plu, et je trouve que c'est dommage qu'il n'y ait pas eu une histoire avec lui, avec un autre personnage, je ne sais pas, mais en tout cas que ce personnage soit développé. J'espère que dans les saisons suivantes, il sera développé, parce que c'est vrai que si c'est pour mettre juste une personne en fauteuil roulant pour l'inclusion, hein, alors Bénédicte avec Lady Tilly, j'ai beaucoup aimé son histoire avec ce personnage. J'ai trouvé que c'est un personnage qui était bien amené. J'ai bien aimé ce moment où il la rencontre dans cet endroit dédié à la science, et c'est vrai que leur rencontre est superbe. Après, c'est vrai que il y a cette relation à trois. Donc une relation homosexuelle entre Bénédicte et Charles, je crois qu'il s'appelle, ou quelque chose comme ça. Je sais plus comment il s'appelle, le gars. Paul. C'est Paul, c'est pas Charles. Donc Paul.
Et je me suis dit, bon, ils vont dans cette direction avec Bénédicte, peut-être qu'après, il va préférer les hommes, peut-être que dans sa saison qui lui sera consacrée, et c'est la saison, je pense, suivante, puisque à la fin, Héloïse parle avec Bénédicte, quand elle va partir en Écosse, et elle dit, on se reverra au bal masqué, donc la saison suivante. Et là, on sait qu'il rencontre Sophie à un bal masqué, donc je pense que ce sera sa saison. Donc a priori, est-ce qu'ils vont faire une relation homosexuelle avec Bénédicte? Je ne sais pas, puisqu'ils ont déjà introduit un personnage gay. C'est le personnage de Michael qui devient Michaela, puisque à la base c'est Michael dans la version de l'histoire de Francesca. Donc parce que Francesca a priori se marie avec John dans la saison là qu'on vient de voir, et il va mourir a priori, et elle va même perdre l'enfant qu'elle a, et c'est une saison qui est dédiée au deuil, à l'infertilité, tout ça. Donc il y a vraiment des sujets très forts dans le livre de Francesca. D'ailleurs, c'est un livre qui est très apprécié de beaucoup des lecteurs des Bridgerton. Et donc, vu qu'à la fin, on voit cette Michaela, donc ils ont dû transformer. Donc, ils vont pas faire deux personnages bi. Je pense qu'ils vont faire ça avec Francesca et pas avec Bénédicte. Donc, ça sera bien, je pense, une femme pour Bénédicte. Après, moi, ça me dérange pas. Mais en fait, j'aurais préféré que ce soit Bénédicte, parce que Francesca, je sais pas comment ils vont aborder le thème de l'infertilité, du deuil d'un bébé, non seulement du mari, mais du bébé. Le fait que ce personnage de Michael s'en va parce qu'il sait qu'il est amoureux d'elle depuis le début. Là, dans la série, à la fin, on voit qu'elle est en train de regarder Michaela comme si il y avait un coup de foudre. Or, c'est pas du tout ça. Normalement, elle est pas du tout amoureuse de Michael dans le livre. Elle est vraiment amoureuse de John, son mari. Et donc, c'est un peu bizarre, ça. Mais bon, après, c'est une adaptation, donc forcément, ils vont adapter. Après, je pense que c'est pas forcément une bonne idée de mettre ce personnage homosexuel avec Francesca. Ils auraient mieux fait de le faire avec Benedict. En plus, ça se prêtait vraiment mieux. Après, il y en a, ils vont dire, ah non, moi, je veux qu'il soit avec Sophie et tout. Mais en fait, comme ils veulent absolument mettre un personnage gay, tant qu'à choisir, j'aurais préféré que ce soit Bénédicte. J'adore l'acteur, en plus, je le trouve génial, vraiment j'adore, et pourquoi pas une histoire avec un homme, avec Bénédicte. Mais il faut savoir que à l'époque, l'homosexualité, c'est pas du tout quelque chose d'encensé, mine de rien, c'est pas si vieux que l'homosexualité est acceptée, parce que, et encore, nous, on est en région parisienne, donc ça va, il n'y a pas de souci, mais il y a des endroits où les homosexuels ont vraiment des gros problèmes. Donc, je trouve que c'est bien d'introduire un personnage, enfin deux personnages homosexuels, une relation homosexuelle. Ça aurait été super avec Bénédicte. Voilà. Enfin, moi, c'est ce que je pense. Mais pas avec Francesca. Je pense que Francesca, comment on aborde le fait qu'elle n'arrive pas à avoir un enfant si elle est avec une femme? La procréation assistée, ça n'existait pas à l'époque. Donc, je ne sais pas comment ils vont apporter tous les sujets du bouquin, sans dénaturer le livre. Là, on enlève l'essence du roman quand même, parce que le deuil, c'est un sujet difficile. Et surtout le deuil d'un enfant, la perte de son bébé, puisqu'elle accouche et qu'a priori l'enfant est mort. Donc voilà. Donc moi, je n'ai pas lu le livre, c'est les trucs que j'ai entendus, parce que là, à chaque fois que je regarde un truc sur les Bridgerton, il raconte toute l'histoire. Donc en fait, je suis au courant de tout ce qui va se passer. Donc c'est bien que dans la série, ils fassent des différences. Comme ça, les lecteurs ne s'ennuient pas non plus. Moi, je découvre, donc c'est vrai que je prends tout ce qu'il y a à prendre. Et puis je trouve que à partir du moment où c'est une adaptation, de toute façon, de base, c'est une réelle réadaptation de l'histoire, parce que des Noirs ou des Asiatiques ou qui se mélangent au sein de l'aristocratie, enfin qui sont mélangés dans la société anglaise, ça n'existe pas dans la réalité. Donc déjà de base, c'est une réadaptation de notre réalité. Donc moi j'ai trouvé que c'était une idée géniale de faire ça. Déjà parce que ça met de la couleur, enfin voilà, qu'il y a des gens différents. Moi je trouve que Kate, elle est magnifique. Ce côté indien, les Sharma. Moi, j'ai adoré la saison 2 parce que justement, il y avait ce côté indien qui était hyper charmant.
voilà, je trouve que franchement, l'idée, elle est géniale d'avoir mis une société cosmopolite. Ce qui est bien dans les Bridgerton, c'est cette idée d'avoir mis une société cosmopolite où tous les gens se mélangent. Il n'y a plus de problème de couleur. Et ça, vraiment, ça fait du bien. Parce que j'aurais aimé que dans la société, ce soit comme ça. Effectivement, nous, on a des noirs, des blancs. Mais c'est vrai qu'il y a toujours des problèmes. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Il y a les extrêmes qui montent en flèche. Enfin bon, c'est vraiment une catastrophe. Donc on est toujours en même point en fait. On s'aperçoit que ça n'a pas changé. Mais dans les Bridgerton, on est là pour rêver, on est là pour croire à des histoires qui auraient pu se faire, parce que ça aurait pu si quelqu'un avait eu le courage de dire voilà, on est tous égaux et voilà. Mais bon, il n'y a aucun roi qui aurait fait ça à l'époque. Alors c'est vrai que pour moi au début quand j'ai vu la saison 3, je me dis mais c'est pas la même actrice qui jouait le rôle. Effectivement, c'était Ruby Stokes qui est partie sur une série. Donc déjà, elle n'était pas beaucoup présente dans la saison 2 parce que justement, elle était déjà sur cette série. Donc je ne sais pas si elle a marché la série ou si elle s'est arrêtée. Donc c'est Anna Dodd qui a repris le rôle, qui est assez poupée en fait, très poupée. Donc elle est mignonne, mais c'est vrai que c'est le personnage a priori qui est très effacé, qui est dans son monde, qui a son univers. Tout. D'ailleurs, John lui convient tout à fait parce que c'est vraiment quelqu'un qui a l'écoute, qui fait pas de chichi, qui est voilà quoi. Donc j'ai bien aimé ce personnage et franchement trop bien. Alors il y a un personnage que j'adore, c'est Violette. Franchement, c'est toujours pareil. Toutes les saisons, je la kiffe. Et donc faites la série sur Violette Bridgerton. Donc et son histoire avec son époux Monsieur Bridgerton. Alors un autre truc sur Bénédicte, j'adore les conversations qu'il a avec Héloïse. Je trouve qu'elles sont géniales. Vraiment, Héloïse est un franc-parler, elle est pas du tout à l'aise dans son époque, hein, ça c'est sûr, hein, parce que la femme n'a pas le droit de dire grand-chose. Donc j'aime énormément la relation qu'ils ont tous les deux. Je la trouve géniale depuis la première saison où ils sont sur leur balançoire, qui lui refile une taf, enfin bon normal quoi. Alors qu'à l'époque c'est pas Anthony qui aurait fait ça avec sa sœur, ça c'est sûr. Hein. Alors on va venir sur l'histoire qui a créé la tension, enfin la séparation des deux amies, toujours Héloïse et Pénélope. Alors dans la saison 2, Héloïse, la reine Charlotte, croit que c'est elle, Lady Whistledown, la chroniqueuse mondaine, et donc elle l'accuse, et donc Pénélope se dit que si elle dénonce son histoire qu'elle a avec Théo, Théo, c'est un jeune homme qui est dans une imprimerie, alors je sais pas trop ce qu'il fait, hein. Et donc en fait, elle a quand même un petit kiff pour lui, hein, quand même, enfin tous les deux, mais lui reste très très distant parce qu'il sait que c'est pas possible. Et donc elle va dénoncer ça pour dire voilà, ce n'est pas Lady Whistledown parce que Lady Whistledown, si Héloïse l'était, n'aurait jamais sorti un truc aussi compromettant. Une femme qui sort la nuit pour aller retrouver, ou la nuit ou la journée, parce qu'elle le retrouvait aussi la journée, pour X raisons, c'était très malvenu. Et en plus, là, c'est un homme de basse extraction, c'est encore pire pour elle. Donc, Pénélope se dit, en la dénonçant, comme ça, la reine Charlotte ne croira plus du tout que c'est elle, parce qu'elle ne peut pas dire un truc aussi ignoble sur elle, parce que c'est la pire des calomnies qu'une femme pouvait avoir à l'époque, quand même. Donc, parce que ça voulait dire que c'était une femme de mauvaise vie, finalement. Hein. Donc c'est un coup très dur qu'a mis à scène Pénélope. Donc, on comprend, enfin, moi, en tout cas, quand j'entends, ouais, Loïse, elle en fait trop, moi, non, je trouve que ce que fait Pénélope pour se sauver elle-même, parce que finalement, si elle dénonçait pas Héloïse, elle devait se dénoncer elle-même. Donc, elle décide de vilipender sa meilleure amie pour se protéger finalement. Donc je trouve qu'il ne faut pas renverser la situation. Pénélope, sur ce coup-là, elle n'est pas sympa. Hein. Donc qu'Héloïse, qui est obligée après de se cacher, hein, parce que forcément, elle ne peut plus paraître en société, il faut que ça se tasse. Hein. Donc voilà. Bon, après, Héloïse, elle n'a pas envie de se marier, donc finalement, d'un côté, que personne ne veuille d'elle, qu'un homme ne veuille d'elle, c'est pas ça qui la gêne. Mais ce qui la gêne, c'est la trahison de son ami. Si par exemple Héloïse avait dit quelque chose de très méchant à Pénélope, qu'elle l'avait insulté, qu'elle lui avait parlé mal ou quelque chose comme ça, on aurait pu comprendre que Pénélope se venge de cette manière-là. Mais là, Pénélope le fait alors que Héloïse a rien fait, quoi. Elle est juste en train de chercher, elle kiffe sa life, de chercher qui est
Lady Whistledown. Et ça, je comprends parce que elle devait se faire chier. Hein. Enfin, les femmes à l'époque, excusez-moi, mais à part faire la couture, déblatérer sur Pierre-Paul Jacques, enfin là, c'est plutôt sur les nanas qu'elle déblatérait, bah, elles n'avaient pas grand-chose à faire. Donc on peut comprendre. Donc voilà. Donc pour Pénélope, je trouve que le coup qu'elle lui fait, c'est vraiment désastreux. C'est pas bien du tout. Après, je peux comprendre qu'elle ait envie de sauver sa peau, mais moi, je comprends tout à fait Héloïse qui ne veut pas lui parler. Je pense qu'il y a des choses qu'on ne peut pas pardonner. Hein. Et là, franchement, c'est un sale coup qu'elle lui a fait en la dénonçant dans ses chroniques. Soyez plus gentils avec Héloïse parce que je vois des trucs, je lis des trucs, je trouve ça un peu dur pour Héloïse parce que finalement, elle a rien fait de mal. Et comme je vous dis, hein, si elle avait insulté toute la famille de Pénélope, qu'elle avait fait des choses, des crasses ou qu'elle avait dit des choses atroces à Pénélope, j'aurais pu comprendre que Pénélope la dénonce comme ça dans la chronique. Mais dans mon sens, là, je trouve que Pénélope a tort de le faire parce qu'au final, elle dit qu'elle protège Héloïse en la dénonçant, mais en réalité, elle se protège elle-même. Et c'est ça que je trouve dur par rapport à cette histoire. Après, c'est vrai qu'on sent tout l'amour qu'elles ont. Enfin, Pénélope, elle est en repentance, mais en même temps, Héloïse, bah, elle s'en est pris plein la gueule. Donc bon, faut comprendre Héloïse. Donc voilà, pour Héloïse et Pénélope. Alors je suis très contente qu'à la fin, elles se rabibochent toutes les deux parce que c'est des personnages que j'adore toutes les deux. Et c'est très très bien que bah, Héloïse arrive à lui pardonner. Et ça, dans la réalité, ça arrive rarement parce que un coup aussi flippant, parce que là c'est vraiment une calomnie monstrueuse. Hein, c'est très rare que les gens pardonnent un truc comme ça. Et comme je dis, c'est pas genre on t'a parlé mal, t'es pas contente, ça arrive souvent dans la vie. Hein, vous dites quelque chose, surtout que Héloïse est très 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 cash dans sa façon de parler. Elle dit ce qu'elle pense et tout. D'ailleurs, elle me ressemble beaucoup. Je trouve que par rapport à ça, on est un peu pareil. Et ça cause beaucoup de problèmes dans la vie en général, parce qu'il vaut mieux ne rien dire et tout cacher et puis parler derrière le dos des gens. C'est beaucoup mieux finalement, parce que quand on voit, quand on dit les choses, comment les gens réagissent, bah, c'est terrible. C'est terrible. C'est pas bien de dire oui, il faut mieux parler derrière le dos des gens. Je ne le ferai pas. Je continuerai à être comme je suis, à dire les choses cash, mais je vais essayer de prendre des gants maintenant un peu plus. Et puis bon, il y a des gens à qui ça ne sert à rien de dire les choses. Donc voilà, bon là c'était une petite parenthèse. Alors il y a un truc sur Pénélope. Dans la série, depuis la première saison, on la considère comme une femme ronde, pas belle. On lui met des vêtements, d'ailleurs en première saison. La robe empire, la taille était au niveau des seins, au niveau du milieu des seins. Donc ça lui écrasait complètement la poitrine, ça lui donnait un côté gamin. Je pense que ça a été fait exprès pour donner encore plus de crédit, on va dire, à la sape des Fazarington qui est vraiment désastreuse. Mais bon, elle n'était pas mise en valeur du tout en première saison, ça c'est sûr. Après, sur les personnages, surtout les hommes, ils ont vachement évolué physiquement, parce qu'entre la première saison, Colin, bon après Colin on peut comprendre parce que lui, il est parti en voyage, il a grandi parce qu'il était beaucoup plus jeune en première saison. Il devait avoir 17 ans peut-être, donc il a évolué. Enfin, je sais même pas quel âge ils ont dans les livres. Je sais que le livre 4 qui est consacré à Colin et Pénélope, Pénélope est beaucoup plus âgée parce que là, elle a quoi, même pas la vingtaine à peu près. Alors que normalement, quand elle se marie avec Colin, elle est déjà une vieille fille. Et vieille fille, c'est après 25 ans. Hein. Donc d'ailleurs, il y a les Catherinettes pour donner le sourire aux filles qui n'ont pas trouvé de mari à 25 ans. Donc voilà, donc la rondeur à l'époque n'était pas du tout quelque chose de disgracieux. Bien au contraire, on aimait les femmes un peu plus en chair parce que bah, c'était la preuve du fait qu'elles pouvaient enfanter, qu'elles pouvaient nourrir un enfant, quoi, dans la société bourgeoise où là c'est carrément une société une hiérarchie beaucoup plus importante. On n'allaitait pas son propre enfant. En général, c'était une nourrice qui l'allaitait. Mais bon, on voulait des femmes qui puissent procréer. Et donc, la rondeur était quelque chose de vachement plus acceptable
que justement la maigreur. Enfin, Daphné en première saison, elle est très mince, hein. Donc ça, par contre, c'était pas du tout quelque chose qu'on aimait à l'époque, hein. On préférait des femmes avec des rondeurs, des bonnes cuisses. C'est une époque où, on le voit sur même les peintures, les tableaux, même les nus, tout ça du 18e, 19e siècle, les femmes sont quand même en chair. Après, c'est pas non plus, elles font pas 110 kilos ou 120 kilos, mais en tout cas, elles sont en chair. Donc, cette histoire de Pénélope qui est grosse et qui trouve pas de mari, c'est un peu bizarre parce que normalement, ça devrait être une personne qui justement a la cote normalement. Donc, c'est notre société actuelle, avec le regard de notre société actuelle. Quand les gens écrivent sur ces époques-là, souvent, ils se trompent par rapport à ça. La beauté n'était pas la même que les critères qu'on donne aujourd'hui. Enfin, en tout cas, en Europe, enfin ici en France, parce que vous allez dans d'autres pays, il y a des pays où justement une femme plus en chair est beaucoup plus acceptable, beaucoup plus belle, et voilà quoi. Alors, dans les livres, je crois que la reine Charlotte n'existe pas, et c'est Lady Dunbury qui est à la recherche de Lady Whistledown, en fait. Donc, qui fait ce pari et qui lance, voilà, je donne tant si vous me retrouvez Lady Whistledown. Donc, ce n'est pas du tout la reine Charlotte qui vient au bal des Featherington pour Alors, j'ai beaucoup aimé la scène avec Lady Featherington, Portia Featherington, qui dit à sa fille, c'est un grand pouvoir, c'est fascinant ce que vous avez accompli par vous-même. Je trouve que Portia, dans cette saison, on montre la souffrance qu'elle a eue, qu'elle a dû protéger ses filles, qu'elle a dû se battre pour elles, parce que son mari, c'était pas un Jojo, hein, a priori, il jouait, il dilapidait la fortune, enfin bon, elle n'a pas eu de peau là-dessus, et donc elle a tout fait pour protéger ses filles quand même. Donc, et là, on sent la mère pour Pénélope, elle est là pour elle, et c'est vrai qu'il y a un revirement, parce que dans les 2 premières saisons, déjà, les sœurs sont infernales, elles sont pas du tout, Philippa et Prudence, elles sont pas du tout sympas, elles sont même odieuses avec Pénélope, et Portia fait de même, hein, de toute façon. Mais là, dans cette saison, on sent qu'elle a compris sa fille, elle a compris le message qu'elle voulait, elle honore la force qu'elle a de tout faire pour avoir une vie bien plus attrayante qu'elle n'aura jamais eu, hein, de toute façon. Faire cette chronique, c'était quelque chose d'inenvisageable elle aurait jamais cru que sa fille pouvait faire ça. Et puis il y a cette histoire avec cet avocat là, et donc à la fin, finalement, comme il y a l'argent de Pénélope, qu'elle a gagné, quand ils disent, elle a gagné plus de 10 000 livres, ils sont tous scotchés quand elle veut payer et que Colin décide finalement de payer, d'aller voir Cressida, et qu'au final ça sert à rien, et il s'aperçoit qu'en fait là il n'a pas la possibilité d'aider Pénélope, et qui regrette d'y avoir été d'ailleurs, hein, parce que Pénélope, la pauvre, finalement elle lui demande le double, Cressida elle demande 20 000 livres en fait. Donc en fait il empire la situation, Colin, et il voit que sa femme, elle est capable, en écrivant ce courrier à la reine, de se sortir elle-même de cette situation. Alors j'ai beaucoup aimé Philippa et Prudence avec leurs histoires avec leurs mecs. Alors elle a trop fait rire ces deux-là. Là c'est vraiment la meilleure de l'année. Quand la mère elle lui dit bon vous avez voilà quoi, vous avez fait ce qu'il fallait avec votre mari, et l'autre elle lui dit oui oui pas de souci. Et puis finalement au final il s'aperçoit que elle a rien fait du tout. Et j'ai trop rigolé sur la tête de la mère parce qu'elle s'est dit mais vous faites quoi avec lui? Ah il se frotte sur moi et puis il s'en va, mais il reste habillé quoi. Enfin moi ça m'a trop fait rire cette scène. Je prends un petit verre avant de finir sur Pénélope et Colin, parce que je les ai gardés à la fin pour ces deux-là. Alors Colin, qui se plante complètement de voir Cressida pour qu'elle dénonce pas. Je sais pas si je l'ai bien expliqué, mais Cressida veut dénoncer Pénélope en tant que Lady Whistledown. Donc en fait, elle demande 10 000 livres. Et donc, il faut quand même que j'explique le truc. Pour ceux qui n'ont pas encore vu la série, mais si vous n'avez pas vu la série, c'est un peu dommage de regarder la vidéo quand même. Il vaudrait mieux regarder la série avant, parce que là, il n'y a que des spoils. Et donc, quand Colin commence à comprendre que il a fait une erreur, il n'a pas fait confiance en Pénélope, qu'elle était capable de gérer le truc, et donc il lui dit comment pourrais-je vous aider, et elle lui répond en m'aimant tout simplement, quoi, en m'aimant. Elle a besoin qu'on l'aime, elle a besoin que Colin l'aime, Colin lui fasse confiance,
Et donc ça, j'ai beaucoup aimé cette réplique, parce que c'est vrai, c'est ça. En fait, dans la vie, on a souvent ce besoin, enfin, les gens souvent veulent imposer des choses parce qu'ils pensent bien faire, mais en réalité, ils font mal. Moi, la première, hein, j'ai fait beaucoup d'erreurs aussi de ce genre-là, mais c'est toujours parce qu'on est bienveillant et qu'on a envie d'aider la personne. Mais si la personne en face, elle n'a pas besoin en fait d'aide. Mais bon, si la personne en face n'est pas capable de le dire, vous pouvez pas le savoir. Donc c'est vrai que j'ai bien aimé cette réplique parce que ça résume tout. Il suffit seulement de m'aimer et de me laisser faire comme j'ai envie, quoi, tout simplement, quoi. Alors la scène de fin avec le bal et chez les Featherington, d'ailleurs, c'est Pénélope qui paye le bal et les sœurs croient que c'est la mère qui a donné cet argent. Et donc il y a cette connivence entre Portia et sa fille Pénélope. Et j'ai beaucoup aimé. Alors la reine vient parce que Pénélope a envoyé un courrier même à Violette Bridgerton parce qu'elle veut lui dire voilà, je suis Lady Whistledown, je suis désolée, je pense qu'elle lui écrit ce genre de choses dans la lettre. J'aurais bien voulu voir ce qu'elle écrivait à Violette, mais bon, on l'a pas vu. Quand la reine Charlotte débarque, tout le monde est surpris de la voir parce qu'elle n'était pas invitée au bal, mais bon, après, c'est la reine, elle a le droit de venir quand même, hein, elle fait ce qu'elle veut. De toute façon, elle fait tout le temps ce qu'elle veut. Donc, et elle dit, voilà, j'ai reçu une lettre de Lady Whistledown et il se dénonce, donc elle indique Pénélope. Donc Pénélope se met au milieu. Au début, elle a du mal à parler, puis progressivement, elle arrive à s'exprimer et elle prend sa place. Elle prend vraiment le pouvoir. Elle parle de ce pouvoir enivrant, le courage d'assumer ses faiblesses, la valeur qu'elle donne aux choses, aux personnes, à sa propre valeur. Enfin, voilà, c'est un super beau message. Alors par contre, ça plombe l'ambiance. La reine lui pardonne, ça plombe l'ambiance. Et j'ai bien aimé. C'est Philippa, je crois. Ouais, c'est Philippa qui d'un coup a dit on va sortir les bébêtes. Et en fait, les bébêtes, c'est plein de papillons qui s'envolent et qui étaient coincés dans un endroit. Et tous les papillons se propagent dans la pièce. Et c'est vrai que ça libère l'ambiance, tout le monde est heureux. Et donc c'est vraiment la scène qui m'a trop fait rire parce que effectivement, Philippa, là, elle est ouais, super, on va libérer les bébêtes. Et donc elle libère cette tension qui avait plombé l'ambiance du bal, hein, forcément là. Tout le monde allait partir, ça c'est sûr. C'est quand même une sacrée nouvelle de savoir que c'est Pénélope. Et donc Colin demande à parler à Pénélope et il lui dit qu'en fait il a peut-être eu un peu de jalousie par rapport à son talent, par rapport à ce qu'elle est, parce que déjà il se mange dans la tête qu'elle est quand même Lady Whistledown, alors qu'il a envie de la dégommer, la Lady Whistledown. Donc c'est déjà, il doit accepter ça, que sa femme est cette personne qu'il déteste, hein, parce elle a fait du mal à sa famille quand même, d'une certaine manière. Même si ça n'a jamais été dans le but de détruire, hein. C'était pas son but à Pénélope, mais effectivement, elle a fait des choses, elle a dit des choses sur Colin dans ses chroniques qui n'ont pas plu à Colin. Et surtout, elle avait dénoncé dans la saison 1 à la jeune femme qui vivait chez les Featherington, et elle a dénoncé comme quoi elle était enceinte d'un autre homme alors que lui voulait l'épouser. Donc c'est vrai que ça, il l'a eu un peu mal, même si elle l'a protégée quand même hein, de ça. Parce qu'effectivement, elle était prête à rien lui dire et à l'épouser, quoi. Donc, c'était Marina, je crois, le prénom de la personne. Alors, Colin dit à Pénélope qu'il est fier d'être aimé par une femme telle que Pénélope parce qu'elle elle est magique, elle est magnifique, elle a tout pour elle, elle est intelligente, elle est belle. Enfin, lui, il l'aime telle qu'elle est, quoi, en fait. Et ça, c'est beau. Et puis, il lui dit, oui, j'étais jaloux, peut-être. Et donc, voilà. Tout se termine super bien, finalement. Donc, pour Pénélope et Colin, Kate et Anthony, on les voit pas beaucoup, mais les rares passages où on les voit, moi j'ai trouvé ça sympa. Et à la fin, Pénélope prend sa plume et signe de son nom propre, hein, Pénélope Bridgerton, sa nouvelle chronique, sincèrement vôtre, Yours truly. Alors je suis nulle en anglais, mais bon, c'est comme ça qu'elle signe. Et je trouve que vraiment, c'est vraiment le final qui était magnifique. Alors bon, ça promet une saison prochaine enfin, plein de mélanges, hein, parce qu'il y aura forcément Bénédicte, il y aura forcément Francesca avec John, qu'elle va perdre malheureusement, et puis cette histoire d'amour naissante avec Michael, et puis cette histoire d'amour naissant avec Michael. Donc ça va être génial quand même d'avoir ça.
Alors la prochaine saison promet d'être quand même hyper sympa parce que bon bah là on a l'histoire de Bénédicte qui va se mettre en place puisque comme je vous ai dit on parle de ce bal masqué où il rencontre Sophie. Il y a aussi l'histoire de la pauvre Francesca avec toutes ces souffrances qu'elle va avoir avec ce fameux John qui va mourir, enfin son mari qui va mourir et elle va perdre le bébé ensuite. Alors, est-ce que l'histoire de deuil, tout ça, comment ça va se faire parce qu'il y a le deuil de l'enfant, il y a l'amour que Michael est censé lui prodiguer et d'essayer de trouver, parce qu'ils vont finir par se marier, a priori, et normalement, ils vont essayer de procréer. Et comment on fait avec une personne qui s'appelle Michaela. Donc, on verra, c'est pas grave, on verra bien comment ils vont nous goupiller tout ça. En tout cas, j'espère que la vie vous a plu. C'est une belle série, je la conseille à tout le monde. Allez-y, regardez-la. Moi, je vais la regarder encore, il n'y a pas de souci. Surtout, je pars en cure, donc j'aurai du temps. En tout cas, moi, je me suis bien régalée sur cette saison. J'attends impatiemment la saison sur Bénédicte, puisque à la fin, comme je vous ai dit, on parle de ce fameux bal masqué chez les Bridgerton. Donc, c'est le bal où il rencontre Sophie. Donc, je suis pressée de voir ça. Alors, pour Francesca, je pense que ce sera mélangé avec Bénédicte. Donc, il y aura les deux histoires. Je pense que bon, c'est prévu dans 2 ans, la prochaine chronique de Bridgerton. Donc, en attendant d'avoir l'espoir que l'année prochaine, on ait au moins Lady Violette ou un personnage de cet univers. Donc voilà, en tout cas, merci, commentez, partagez, likez, parlez-en autour de vous, parlez de la chaîne Andy et Rose. Merci beaucoup les héros et j'étais très heureuse de faire ce petit avis analyse sans prétention. En tout cas, merci beaucoup d'être là pour la chaîne. Au revoir les héros, à bientôt. Je n'ai rien d'exceptionnel et cependant, j'ai quelques fulgurances. Et j'espère, cher lecteur, que vous resterez pour les partager avec moi, au moment où nous entamons la suite de...